La semaine dernière, sur l'enfer vert du Nürburgring, j'ai assisté à une scène surréaliste. Une BMW M5 dernier cri, un monstre à 150 000 €, se faisait littéralement déposer par une Honda Civic Type R, vieille de 20 ans. Ce n'était pas un problème de puissance, c'était un problème de permission. Le conducteur de la BMW ne se battait pas contre la piste, il se battait contre sa propre voiture. 8 béquilles électroniques censées le protéger étaient en train de le neutraliser. L'anti-patinage coupait les gaz. L'assistance de direction parasitait ses trajectoires. Le limiteur s'affolait. La voiture refusait, purement et simplement, de le laisser conduire. C'est la nouvelle réalité de la performance moderne. 2,4 tonnes d'électronique roulante programmée pour vous empêcher de piloter. Et ce n'est que le début. L'un des 9 tueurs du plaisir de conduite que nous allons identifier va devenir obligatoire dans toute l'Europe dès juillet 2025. Un autre a déjà enterré la boîte manuelle dans 90% du parc neuf. Ne nous voilons pas la face. La conduite est morte. Elle n'est pas en transition. Elle a été assassinée. Cette activité, qui a incarné la liberté absolue pendant des générations, qui transformait un simple trajet en passion, a été méthodiquement liquidée par des constructeurs persuadés de mieux vous connaître que vous-même. Tout ce qui faisait vibrer les passionnés a été effacé. Regardez les chiffres, ils sont catastrophiques. Les boîtes manuelles, elles ne survivent que sur 8% des voitures neuves en Europe, contre 89% en 2000. Le poids moyen des véhicules, il a explosé de 47% sous le prétexte de la sécurité. Le ressenti de direction, remplacé par un retour haptique artificiel digne d'une console de jeu. Et le coup de grâce arrive. Dès juillet 2025, la réglementation européenne imposera des limiteurs de vitesse intelligents que vous ne pourrez plus désactiver définitivement. Votre propre voiture entrera en résistance contre vous pour vous empêcher de dépasser. Si vous avez l'impression d'assister en direct aux funérailles du plaisir automobile et que vous voulez connaître les coupables, vous êtes au bon endroit. Cette enquête va mettre à nu les vérités que l'industrie préférerait taire. Nous allons passer au crible les responsables, car une fois ces standards imposés partout, il n'y aura aucun retour en arrière possible. Le premier tueur identifié est la destruction systématique du ressenti de direction. Rappelez-vous l'époque où la route se lisait littéralement dans la paume de vos mains. Vous saviez instantanément ce que faisaient vos roues avant. Cherchaient-elles du grip? Glissaient-elles? La texture de l'asphalte avait-elle changé? Tout cela a été effacé. Aujourd'hui, ce que vous ressentez n'est plus la route, mais un retour haptique artificiel, codé par des ingénieurs convaincus que le feeling d'un jeu vidéo suffit pour une voiture d'une tonne 5. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est la raison cynique de ce basculement. Pourquoi avoir tué l'hydraulique pour l'électrique? La réponse tient en 2 chiffres, 180 € et 0,2 litres. C'est l'économie moyenne réalisée par voiture sur la production et le gain dérisoire de consommation aux 100 km. Pour une poignée d'euros de marge et un dixième de litre de carburant, les constructeurs ont sacrifié le lien le plus sacré entre l'homme et la machine. La preuve? Ferrari elle-même l'admet. Maranello a longtemps résisté avec l'hydraulique sur la 488 GTB, reconnaissant qu'il est techniquement impossible de recréer un ressenti naturel parfait avec un moteur électrique. Pourtant, la quasi-totalité du parc automobile a capitulé. De la Volkswagen Golf à la BMW Série 3, la direction standard offre désormais moins de retours d'information qu'un volant de simulateur Logitech d'entrée de gamme. La programmation en devient insultante. Prenez la fameuse direction sport variable de BMW. En mode sport, elle se contente d'alourdir artificiellement le volant. C'est plus dur à tourner, donc le marketing appelle ça sportif. C'est faux. Chez Audi, c'est pire. La direction dynamique modifie le rapport de démultiplication en plein virage. Cela détruit votre mémoire musculaire. Vous ne conduisez plus, vous suggérez une trajectoire et l'ordinateur décide de l'angle de braquage final. Le verdict des professionnels est sans appel. Marco Wittmann, champion de DTM, explique que les directions modernes sont totalement anesthésiées comparées à la réalité de la course. Même une légende comme Sébastien Loeb n'hésite pas à qualifier les nouvelles WRC de PlayStation, tant l'électronique a gommé le ressenti du châssis. Posez-vous la question. Si des champions du monde ne parviennent plus à lire la route à travers le volant, quelle chance reste-t-il aux conducteurs ordinaires? Le 8e tueur du plaisir de conduire est un acronyme qui fait frémir tout amateur de mécanique. La CVT, ou transmission à variation continue. C'est un drone sans âme qui se propage comme un virus dans l'industrie. Nissan, Honda, Toyota,
Tous imposent la CVT pour deux raisons purement comptables, un coût de production plancher et une optimisation théorique des chiffres de consommation. Mais derrière les tableaux Excel d'homologation, la réalité au volant est un supplice auditif et sensoriel. Lorsque vous écrasez l'accélérateur, le moteur se cale instantanément à un régime élevé et y reste, hurlant de façon monotone pendant que la voiture prend péniblement de la vitesse. L'effet est celui d'un embrayage qui patine à l'infini. Il n'y a plus de connexion mécanique franche, plus de rythmique, plus de sensation de montée en puissance. C'est le transport réduit à sa fonction la plus triste, efficace sur le papier, mortellement ennuyeux sur la route. Là où la situation devient malsaine, c'est que la CVT détruit désormais des icônes. La nouvelle Honda Civic, CVT imposée sur de nombreux marchés. La Subaru WRX, légende du rallye, désormais livrée avec cette transmission élastique. Installer un système qui fonctionne comme une courroie en caoutchouc dans des voitures conçues pour l'enthousiasme, c'est l'équivalent mécanique de monter des petites roulettes sur une Ducati. C'est une hérésie. L'argument de la fiabilité, lui, s'effondre à l'examen des faits. Les tristement célèbres boîtes CVT Jatco de chez Nissan sont connues pour lâcher des 60 000 km. La courroie s'use, les poulies marquent, l'huile surchauffe. Le coût du remplacement ? Entre 4 000 et 5 000 euros. Là où une boîte automatique à convertisseur classique peut encaisser 300 000 km, une CVT est en sursis passé les 100 000. Mais les constructeurs l'ignorent délibérément, tant que cela leur permet de gratter quelques grammes de CO2 sur la moyenne de leur flotte. Le comble du cynisme est atteint avec la supercherie des faux rapports. Conscients que les clients détestent ce miaulement continu du moteur, les fabricants programment désormais la CVT pour simuler des passages de vitesse. La boîte fait semblant d'avoir des rapports qu'elle n'a pas. On ajoute de la complexité informatique pour imiter, maladroitement, ce que nous avions déjà parfaitement avec une vraie transmission. C'est une illusion technologique totale. Septième tueur du plaisir de conduire, le son synthétique. Ce grondement sportif qui flatte votre oreille dans l'habitacle, ce rugissement à l'accélération, ne provient plus de la mécanique. Il sort de vos enceintes. Ce que vous percevez comme une noblesse moteur n'est souvent qu'un simple fichier audio MP3 synchronisé avec votre pédale de droite. BMW appelle cela l'Active Sound Design. Volkswagen, le Sound Actor. En français, cela porte un nom plus précis, une tromperie automobile. L'ampleur du phénomène est stupéfiante. Sur la dernière BMW M5, du faux son est diffusé via un haut-parleur dissimulé spécifiquement dans la cloison pare-feu. Sur la Golf GTI, un générateur de vibrations physiques, un haut-parleur déguisé, martèle le tablier pour envoyer de fausses fréquences graves dans l'habitacle. Même le sanctuaire Porsche a été profané. Le 718 voit sa sonorité artificiellement gonflée électroniquement car son 4 cylindres turbo, laissé au naturel, manquait cruellement de charisme. Mais Ford remporte la palme de l'audace avec la Mustang EcoBoost. Ici, le son change radicalement selon le mode de conduite. En mode sport, les enceintes diffusent littéralement une piste audio de V8 alors que vous pilotez un 4 cylindres. Les constructeurs ne cherchent même plus à masquer l'artifice. Ils en sont fiers. Le scandale est avant tout économique. Il existe des solutions nobles pour faire chanter un moteur moderne. Travailler la ligne d'échappement, accorder les résonateurs, optimiser l'admission d'air. C'est de l'acoustique pure. Mais ce développement coûte des millions en ingénierie. Un haut-parleur caché, une vingtaine d'euros. Le résultat est là. À la place d'une symphonie mécanique, on vous sert des effets sonores dignes d'une console de jeux vidéo bas de gamme. Les dégâts ne sont pas que techniques, ils sont psychologiques. Au volant, votre cerveau détecte inconsciemment la supercherie. Le son ne vibre pas en phase avec la réaction du châssis. C'est l'effet « vallée de l'étrange » appliqué à l'automobile. Comme regarder un film mal doublé où le mouvement des lèvres ne correspond jamais tout à fait à la voix. Techniquement, le bruit est là. Émotionnellement, le lien est brisé. Le sixième tueur du plaisir de conduire porte un nom administratif inoffensif, l'adaptation intelligente de la vitesse, ou ISA. Imposée par l'Union européenne sur tous les véhicules neufs, ce n'est pas une simple suggestion affichée au tableau de bord. C'est une intervention active. Le système scanne les panneaux, croise les données GPS et coupe la puissance moteur dès que la limite autorisée est franchie. Certes, vous pouvez temporairement forcer le système en écrasant la pédale, mais la bataille est perdue d'avance. À chaque redémarrage moteur, le système se réactive par défaut.
c'est lui le maître à bord. Les conséquences concrètes font froid dans le dos. Imaginez, vous êtes en plein dépassement, engagé sur la voie de gauche. Soudain, votre moteur perd sa puissance car l'électronique a décidé que vous alliez trop vite. Même scénario à l'insertion sur une voie rapide. Si la voiture se base sur une donnée cartographique erronée ou un panneau de chantier oublié, elle pensera que la bretelle est limitée bien plus bas que le flux principal. Vous voulez vous insérer pour survivre, le système, lui, commence à vous freiner. Le plus grave, c'est que cette autorité repose sur une technologie faillible. Lors des tests, ces lecteurs de panneaux se trompent dans près d'un quart des cas. Panneaux usés, zones de travaux, marquage temporaire, les caméras sont perdues. En Allemagne, des tests ont montré des voitures captant un panneau 30 km/h situé sur une bretelle de sortie alors qu'elle roulait à 130 km/h sur l'autoroute. Résultat, un freinage fantôme brutal car la voiture croit que vous êtes un délinquant routier. Ce n'est plus seulement agaçant, c'est dangereux. Mais le véritable danger est politique. Ce limiteur intelligent n'est que la première marche vers la dépossession totale. Une fois que la machine peut imposer la vitesse, l'étape suivante est logique, le contrôle de l'itinéraire, puis des zones à conduite autonome obligatoire, jusqu'à l'interdiction pure et simple de la conduite humaine sur certains axes. C'est la théorie de la grenouille ébouillantée. On monte la température doucement et la majorité ne remarque même pas que l'eau commence à bouillir. Les assureurs, eux, sont déjà dans les starting blocks. La mécanique est prévisible. D'abord la carotte, des réductions si vous laissez l'ISA activer. Ensuite le bâton, demain, vous serez pénalisé pour l'avoir désactivé trop souvent. Après-demain, outrepasser le système pourrait devenir un motif d'exclusion de garantie en cas d'accident. Petit à petit, le choix deviendra binaire. Accepter que l'algorithme dicte votre conduite ou devenir inassurable. Le cinquième tueur est une hécatombe silencieuse, la mise à mort méthodique de la boîte manuelle. Au tournant du millénaire, la transmission mécanique était la norme absolue en Europe, 89% du marché. Aujourd'hui, la boîte à 3 pédales est une espèce en voie d'extinction critique. En 20 ans, le standard est devenu une curiosité de musée. Observez la trajectoire de BMW. La division M, qui incarnait autrefois le sommet de l'engagement pilote-machine, a capitulé. La nouvelle M5, automatique imposée. La M3 Touring, automatique. Le X3M, automatique. La ligne officielle des constructeurs est toujours la même. Les clients n'en veulent plus. C'est un mensonge. La réalité du marché prouve le contraire. Lorsque Porsche a réintroduit la boîte manuelle sur la 911 GT3, les carnets de commandes ont débordé instantanément. Les acheteurs de Honda Civic Type R plébiscitent la manuelle. La demande est là, vibrante et solvable. Ce sont les constructeurs qui refusent d'y répondre, non par manque d'intérêt, mais par calcul cynique. La véritable raison de cette disparition est invisible. Ce sont les cycles d'homologation et les normes d'émission. Une boîte automatique peut être programmée pour passer les rapports exactement à la milliseconde près lors des tests officiels, garantissant un résultat parfaitement répétable. Un humain, lui, est une variable inconstante. Il ne passera jamais 2 fois la vitesse au même moment. Aux yeux des régulateurs et des normes WLTP, la boîte manuelle est un handicap imprévisible. Sur un fichier Excel, l'automatique gagne toujours, même si dans la vraie vie, un conducteur impliqué consommerait moins. Ajoutez à cela l'équation économique. Développer et certifier une version manuelle pour des volumes de niche coûte cher. Cela complexifie la chaîne de production. Pour les comptables, la solution est simple, supprimez l'option. C'est ainsi que des sportives compactes, qui devraient par essence être manuelles, basculent dans le tout automatique. Ce que nous perdons est inquantifiable sur un bilan comptable. C'est ce lien charnel, mécanique, direct, la satisfaction physique d'un talon-pointe parfaitement exécuté au rétrogradage. Le fait d'être un acteur de la propulsion et non un simple gestionnaire de vitesse. On remplace une expérience de conduite vivante et exigeante par une simple optimisation fiscale. Le quatrième tueur est l'exemple parfait de la technologie qui apporte une solution à un problème qui n'existait pas. Le frein de parking électrique. Pendant un siècle, un simple levier mécanique a rempli sa mission à la perfection. Un câble, une crémaillère, une poignée dosable au millimètre. C'était fiable, prévisible et réparable pour une bouchée de pain. Tout cela a été sacrifié sur l'autel de la modernité au profit d'un système complexe de servomoteurs, de calculateurs et de capteurs.
qui ont une fâcheuse tendance à vous lâcher au pire moment. Avec l'électrique, vous perdez d'abord la finesse. Pour un démarrage en côte, fini le dosage subtil du levier pour équilibrer le point de patinage de l'embrayage. Cette libération progressive, qui permettait de tout gérer au feeling, a disparu. Désormais, le fonctionnement est binaire, c'est tout ou rien. L'engagement est brutal, le relâchement aussi. Le résultat ? Des démarrages saccadés, là où la coordination mécanique faisait partie intégrante de la maîtrise du véhicule. En situation d'urgence, la régression est sécuritaire. Le bon vieux frein à main permettait de ralentir physiquement la voiture en cas de défaillance hydraulique. Aujourd'hui, il a été remplacé par un logiciel qui décide à votre place si votre urgence est légitime. Sur de nombreux modèles, le frein de parking refuse de s'activer au-dessus de 10 km/h. Autrement dit, au moment critique où vous pourriez en avoir besoin pour éviter le pire, il est littéralement programmé pour ne pas fonctionner. Les statistiques de fiabilité sont accablantes. Les données du contrôle technique allemand, TÜV, révèlent des défaillances sur environ 12% des freins électriques de plus de 5 ans. Pour les systèmes à câble classiques, moins d'1%. Et lorsque le système lâche, il ne se contente pas de moins bien freiner, il se bloque souvent en position fermée, immobilisant totalement le véhicule. La facture est à l'avenant. Comptez entre 800 et 1500 € pour réparer un étrier électrique grippé, là où un simple réglage de câble coûtait une cinquantaine d'euros. Enfin, il y a le crime contre le plaisir pur. C'est la fin du pivot au frein à main pour inscrire la voiture dans une épingle enneigée. La fin de ce petit travers contrôlé, à faible vitesse, qui ne faisait de mal à personne. Cette manœuvre instinctive, utile aussi bien pour le fun que pour l'évitement d'urgence, a été effacée par des ingénieurs persuadés que l'électronique doit avoir le dernier mot sur vos actions. Le troisième tueur est une frustration permanente. Les limites de régime ridicules imposées aux motorisations modernes. Rappelez-vous cette époque, pas si lointaine, où un VTEC Honda pouvait hurler à 9000 tours, où les V8 italiens chantaient jusqu'à 8500 tours. Aller chercher la zone rouge était un événement, une quasi-cérémonie mécanique. Aujourd'hui, la majorité des moteurs turbo se heurtent à un mur invisible dès 6000, voire 5500 tours. Le haut du compte-tours a été vidé de sa substance. L'excitation a disparu, tout comme la récompense pour avoir osé pousser la machine. Ce n'est pas une fatalité technique, c'est un choix délibéré. La métallurgie actuelle permettrait sans risque d'aller chercher des régimes stratosphériques. Mais voilà le problème. Un turbo moderne délivre tout son potentiel autour de 5500 tours. Pour les ingénieurs, aller au-delà ne sert à rien sur un banc d'essai. Alors, plutôt que de laisser une marge pour le plaisir du pilote, on coupe. Pourquoi offrir de l'émotion quand on peut simplement optimiser un fichier Excel? L'exemple de BMW est symptomatique. Le bloc B58 actuel est techniquement l'un des meilleurs moteurs au monde, mais il coupe l'injection à 7000 tours. Son ancêtre atmosphérique, le N52, grimpait allègrement à 7500 tours dans une sonorité métallique inoubliable. Le nouveau est plus rapide, plus coupleux, plus efficace. Mais il a perdu son âme. La fiche technique progresse, le caractère régresse. C'est comme vivre avec un robot, irréprochable dans les tâches ménagères, mais émotionnellement vide. Même les soi-disant sportives sont touchées. La nouvelle Mercedes AMG C63 a troqué son V8 tonitruant contre un 4 cylindres hybride qui s'essouffle à 6750 tours. L'ancien bloc, lui, ruait jusqu'à 7200 tours. On vous répétera que la nouvelle est plus performante. Mais la vitesse sans la fureur, sans cette montée en régime qui vous prend aux tripes, n'a aucune saveur. Techniquement, la mission est remplie. Émotionnellement, c'est un échec. L'impact psychologique est réel. Approcher la zone rouge était autrefois un crescendo. Le tempo accélérait, le son devenait cristallin, vous cherchiez ce dernier souffle avant le rupteur. C'était un climax. Désormais, le moteur s'arrête net. Vous percutez un mur électronique. Pas de sommet, pas de frisson, juste une coupure sèche. C'est une frustration permanente, une montée qui n'aboutit jamais. Et les constructeurs font un pari cynique. Ils misent sur le fait que la majorité des conducteurs ne remarquera même pas ce qu'on leur a volé. Le deuxième tueur du plaisir de conduire est une véritable ingérence physique. L'assistance de maintien dans la voie. Sur le papier, c'est un ange gardien. Dans la réalité, c'est un bras de fer permanent. Ce système corrige votre volant,
contestent vos intentions et remettent en cause vos réflexes, transformant chaque trajet en une lutte sourde contre votre propre véhicule. Le vice réside dans la programmation. L'algorithme est aveugle au contexte. Il est incapable de distinguer une dérive de fatigue d'une manœuvre volontaire. Vous vous écartez légèrement pour éviter un nid de poule? Le système vous ramène brutalement dedans. Vous élargissez votre trajectoire en virage pour lisser la courbe? L'électronique juge que vous sortez des clous et contre-braque. Vous ne conduisez plus. Vous vous battez pour imposer votre cap, tandis que l'ordinateur s'obstine à vous ranger bêtement au milieu des lignes peintes. Dans les zones de travaux, l'assistance vire au cauchemar sécuritaire. Marquage temporaire, lignes chevauchées, voies rétrécies, le système perd les pédales. La voiture se met à faire du ping-pong d'un côté à l'autre, hésite et corrige à tort. Sur les autoroutes allemandes en chantier, on voit régulièrement des véhicules équipés de cette technologie rebondir d'une ligne à l'autre, manquant de percuter les glissières de sécurité parce que l'ordinateur ne comprend plus la réalité du terrain. Face à ce danger, le réflexe est de tout couper. Mais c'est là que le piège se referme. Les constructeurs rendent la désactivation délibérément pénible. Ce qui se faisait autrefois via un bouton physique est désormais enterré sous 4 niveaux de sous-menu tactile. Pire encore, certaines voitures réactivent l'assistance automatiquement à chaque redémarrage. D'autres vous punissent par des bips incessants si vous osez la couper. L'objectif est clair, vous éduquer à la soumission par l'usure et l'agacement. Et ne croyez pas pouvoir y échapper en changeant de marque. L'Union européenne impose désormais ce dispositif sur toutes les voitures neuves. Ce n'est plus une option ni un pack sécurité, c'est une obligation légale. Vous êtes forcé de cohabiter avec un logiciel qui seconde, corrige et parfois contredit vos gestes. On vous vend cela comme de la sécurité. Dans les faits, c'est une mise sous tutelle, la dernière étape avant de considérer l'humain comme un passager encombrant à la place du conducteur. Le destructeur absolu du plaisir de conduire n'est pas mécanique, c'est un son, ou plutôt une avalanche de sons, le bip, en continu, partout, tout le temps. Carillon de ceinture, alerte de survitesse, avertisseur de porte, radar de stationnement, franchissement de ligne, reconnaissance de panneaux, alerte de fatigue, rappel d'entretien. Les voitures modernes ne se taisent jamais. Démarrez une BMW moderne. Elle vous accueille par une salve de 8 carillons distincts avant même que les roues n'aient fait un tour. Le capteur de parking hurle parce qu'une feuille morte est passée devant le pare-choc. L'alerte d'attention s'affole parce que vous avez regardé votre rétroviseur 2 secondes de trop. Ce n'est plus de la sécurité, c'est de la torture psychologique. Les nouvelles réglementations européennes ont transformé cette nuisance en cacophonie légale. Avec l'ISA imposée depuis 2025, votre voiture est obligée de réagir quand vous dépassez la limitation. Dans la pratique, cela signifie une punition sonore immédiate. Imaginez-vous en ville, zone 30, chantier, retour à 50, zone école, bip, 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 sans répit. Tout est calibré pour rendre l'acte de rouler pénible. L'objectif inavoué semble clair. Vous épuisez jusqu'à ce que vous souhaitiez une voiture autonome, juste pour avoir la paix. Le vice du système réside dans sa persistance. Certains constructeurs vous autorisent royalement à couper ces alertes, mais uniquement pour le trajet en cours. À chaque nouveau démarrage, tout se réinitialise par défaut. C'est le supplice de la goutte d'eau. Chaque matin, vous devez recommencer le rituel. Parfois jusqu'à 15 actions dans les menus pour retrouver le silence. C'est une guerre d'usure destinée à vous faire céder. Enfin, il y a l'aspect le plus dystopique, la surveillance active. Les systèmes de monitoring conducteur ne vous aident pas, ils vous fliquent. Des caméras suivent votre regard, analysent la position de vos mains, mesurent vos micro-mouvements. Détournez les yeux un instant de trop? Bip. Relâchez vos mains sur une ligne droite déserte. Bip. La voiture observe, juge et sanctionne. Elle ne vous assiste plus. Elle vous autorise à rester au volant sous condition de bonne conduite. Ce n'est plus votre voiture, c'est une machine de contrôle, et vous n'êtes qu'un opérateur provisoire sous surveillance. Mis bout à bout, ces 9 tueurs ne sont pas de simples dérives isolées. Ce sont les pièces d'un même puzzle. Chaque disparition d'une fonction mécanique, chaque intervention électronique ajoutée, chaque nouvelle couche de réglementation pousse dans la même direction, la fin de la conduite humaine. Le message est clair, on ne vous veut plus au volant. On vous veut assis dans une capsule.
On ne vous veut plus conducteur, mais passager. Plus passionné, mais simple consommateur captif d'un service de mobilité. La trajectoire s'accélère de façon vertigineuse. Suivons la logique. Les boîtes manuelles seront quasiment éteintes autour de 2030. Les grandes métropoles ferment déjà leurs centres. L'étape suivante sera d'en chasser les véhicules pilotés manuellement. À l'horizon 2035, des zones entières ne toléreront plus que des navettes autonomes. D'ici 2040, conduire soi-même pourrait devenir illégal sur une grande partie du réseau routier. Ce n'est pas de la science-fiction complotiste, c'est la lecture littérale des feuilles de route industrielles et politiques actuelles. Pourtant, la résistance n'est pas vaine. Chaque achat d'une voiture en boîte manuelle est un vote. Chaque aide électronique désactivée est une petite rébellion. L'industrie ne suit qu'une seule loi, celle de l'argent. Si nous réclamons des sensations, certains continueront à en vendre. Il reste des gardiens du temple. Mazda croit encore au plaisir pur. Porsche se bat pour garder le levier de vitesse. Alpine prouve que la légèreté a encore sa place en 2025. Gordon Murray, avec sa T50 et son V12 atmosphérique, a signé un véritable manifeste roulant pour la liberté. Ces constructeurs ont besoin de votre soutien. Mais le refuge ultime, le vrai sanctuaire, c'est le marché de l'occasion. C'est là que dorment les dernières vraies machines. Une BMW M 3E 46, une 911 génération 997, une Civic Type R FN2. Ces modèles sont les derniers témoins de l'ère mécanique, avant l'invasion des écrans, des filtres et des bips. Il est de notre devoir de les acheter, de les restaurer et de les sauver de la casse. Car rien de ce qui sortira des usines demain ne pourra rivaliser avec leur âme. Au bout du compte, une question demeure. Parmi tous ces assassins du plaisir, lequel vous révolte le plus ? Êtes-vous prêt à accepter silencieusement un futur de capsules autonomes ou comptez-vous vous battre pour le droit de conduire ? Dites-moi dans les commentaires quelle sera votre dernière voiture. Celle que vous garderez en vie, coûte que coûte, quand tout le reste sera passé sous la coupe des algorithmes. Parce que si personne ne raconte cette histoire, les générations suivantes ne comprendront même pas ce qu'ils ont perdu.